Donc pour cette intervention, je vous propose de nous pencher sur un autre aspect des souffrances liées au travail, le versant négatif, c'est-à-dire l'absence de travail. Le travail donne un rôle à l'individu dans la société. Il le rend utile, et c'est cette notion d'utilité qui fait que l'intégration de l'individu dans la communauté a un sens aux yeux de ses semblables. Que faites-vous dans la vie ? Tout le monde comprend bien lorsque cette question est posée que l'interlocuteur ne s'intéresse pas à vos passe-temps favoris. Personne ne répond « Oh, le samedi, je fais du tennis et le dimanche, j'aime aller au cinéma ». Si cette question attend évidemment pour réponse la profession que vous exercez, c'est bien parce que celle-ci nous définit en grande partie aux yeux des autres. Dire ce que vous faites dans la vie, c'est informer sur votre rôle dans la société et donc sur votre utilité au sein de cette dernière. Le travail renvoie aussi à une autre notion, celle de l'argent. Travailler, normalement, permet de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, plus ou moins primaires. L'expression « gagner sa vie » est intéressante de ce point de vue. Lorsque l'on dit de quelqu'un qui gagne bien sa vie, on sous-entend que les moyens financiers qui sont le fruit de son travail lui permettent un confort qui dépasse de loin le strict minimum. Gagner sa vie permet de vivre et non de survivre. L'être doit pouvoir vivre de son travail. Cette expression laisse entendre également que la vie ne serait pas acquise. En effet, si la naissance de l'individu est un fait pour lequel il ne peut rien, ce qu'il fait de cette vie qui lui est accordée est bien de son ressort. Gagner sa vie, c'est prendre le contrôle, s'approprier cette vie que l'on n'a pas demandée, en devenir le maître. Autrement dit, le travail devrait permettre à l'être d'occuper sa vie comme il le souhaite. Selon Emmanuel Lévinas, philosophe, la possession de soi est synonyme d'engagement du sujet dans le monde. Et s'engager dans le monde, pour lui, c'est se lever, se nourrir, travailler. C'est jouir du monde. Pour certains, cet aspect pose problème. Il arrive que la haine de soi empêche d'occuper ce rôle dans la société, de vivre convenablement, de gagner sa vie. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Madame J. Le rapport difficile de Madame J au travail est indissociable de son rapport compliqué à l'argent. Se pose aussi chez elle la question de la dette. Dette envers sa mère dont elle pense qu'elle lui a donné la vie sans l'avoir désirée. Monique Bislowski, psychiatre et psychanalyste, a proposé le concept de dette de vie. Dans son ouvrage intitulé « La dette de vie, itinéraire psychanalytique de la maternité », elle écrit, je cite, « Les textes freudiens nous indiquent que le désir de maternité serait du côté de l'appropriation. Avoir l'enfant désiré du père, l'ersatz du pénis. À côté de cette problématique de la propriété, l'enjeu de la filiation féminine serait aussi du côté de l'être. Se représenter une mère suffisamment faible et être à son image. Certaines femmes sont dans l'impossibilité de se représenter qu'elles sont faites de la même façon que leur mère. » Fin de citation. Dans son texte « Caractère et érotisme anal », que l'on retrouve dans Névrose, psychose et perversion, Freud écrit en 1908 « Il est bien connu que l'or dont le diable fait cadeau à ses amants se change en excrément après son départ. Et il est certain que le diable n'est rien d'autre que la personnification de la vie pulsionnelle inconsciente refoulée. » Fin de citation. Il précise en note de bas de page que d'après la mythologie orientale, l'or est l'excrément de l'enfer. Plus tard, en 1928, dans son texte « Sur les transpositions de pulsions, plus particulièrement dans l'érotisme anal », que l'on peut retrouver dans la vie sexuelle, Freud écrit « L'intérêt tourné vers l'excrément transite par l'intérêt pour le cadeau et ensuite pour l'argent. Avec l'entrée en scène du pénis, apparaît chez la fille l'envie du pénis qui se transpose plus tard dans le souhait visant l'homme en tant que porteur du pénis. Déjà auparavant, le souhait visant le pénis s'est transformé en souhait visant l'enfant et le souhait d'enfant est venu à la place du souhait du pénis. » Fin de citation. Christian Boucher, psychiatre, résume ce propos par l'égalité suivante. Pénis égale enfant, égale excrément, égale cadeau, égale argent. S'entrevoit ici un lien inconscient possible qui pourrait être à l'œuvre chez Madame J. Actuellement, vous vous demandez peut-être si ce colloque parle toujours de souffrance au travail et si je ne me suis pas un peu égarée. Mais si je vous parle de dette de vie, c'est qu'il me semble que dans le cas de Madame J, cette question a lourdement impacté son rapport au travail. Comment gagner sa vie
alors qu'il est si difficile de se sentir légitime à exister. Christian Boucher écrit dans son article paru dans le magazine Psychotrope en 2009, intitulé « La dette jusqu'à payer de sa personne », l'être humain est d'abord constitué par une dette, mais la reconnaissance de la dette et le sentiment de culpabilité sont d'intensité variable. Cette dette, ce n'est pas lui qui l'a contractée. Et pourtant, il lui incombe de devoir la payer. » Fin de citation. Cette idée de dette, qui se transmet de génération en génération, le cas de l'homme au rat l'illustre bien. Car l'identification à son père qui contracta une dette de jeu sans jamais la rembourser constitue le cœur de sa névrose obsessionnelle. Christian Boucher attire également l'attention du lecteur sur le fait que le mot allemand « Schuld » désigne à la fois la dette et la faute. On peut poser l'hypothèse que dans le cas de Madame J, sa dette équivaut bien à une faute, celle d'être née. Si j'ai choisi de vous parler du cas de Madame J aujourd'hui, c'est parce qu'il illustre selon moi l'une des nombreuses problématiques psychiques qui peuvent freiner l'être dans son épanouissement professionnel. Cette question de la difficulté à trouver du travail ou à le garder est amenée de façon récurrente en consultation. Il s'agit d'une vraie problématique sociétale car, comme exposé au début de cette intervention, le travail donne une utilité à l'individu au sein de la société dans laquelle il évolue. Et comme le disait Diane Sourouille ce matin, l'absentéisme a un coût pour la société. Aussi, ceux qui ne travaillent pas pour alimenter leurs symptômes, enchaînent les arrêts maladie, vivent des minima sociaux, disent par ces comportements une souffrance qui doit s'exprimer dans le cabinet du psychanalyste, pour ne pas en faire porter le poids à la société. Rappelons qu'au RPH, le dispositif de la consultation publique de psychanalyse, créé en 1991 par Fernando de Amorim, permet à tout à chacun de rentrer en psychothérapie, puis en psychanalyse, en payant en fonction de ses moyens. Si ce dispositif a pour visée de rendre la psychanalyse financièrement accessible à tous, il ne doit pas favoriser la jouissance de l'être à rester dans le besoin. Au contraire, avec l'appui du transfert, il a pour but d'alimenter son désir de mieux vivre. Le patient est invité à revenir très régulièrement et à augmenter le prix de ses séances dès que cela lui est possible, de sorte à tirer l'être vers le haut. Car c'est bien la visée de la psychanalyse, permettre à l'être de devenir sujet, l'acteur conscient de son existence, bref, de gagner sa vie. Je vous remercie.